Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Mylène Gilbert-Dumas qui a écrit le livre Trop, c'est comme pas assez. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors Mylène, lorsque tu as écrit ce livre-là, parce que tu habites Sherbrooke maintenant, Oui. donc quand tu as écrit ce livre-là, j'ai été inondée de messages qui m'ont dit Hélène, est-ce que tu connais Mylène? Tu dois lire son livre, blablabla. Puis j'avais mis ça de côté, me disant oui, un jour je vais le lire. Et récemment, mon amie Catherine m'a dit tu dois lire ce livre-là et tu dois avoir Mylène en entrevue. Alors, j'ai fait parfait, je t'ai contacté. Tu m'as dit lis mon livre, puis on s'en reparle. J'ai lu ton livre et je suis vraiment tombée en amour avec ta façon de parler du trop, c'est pas assez, de la vie. C'est écrit Réflexion sur l'argent, le temps, la liberté et le bonheur, et je trouve que c'est tellement ça. Alors, Mylène, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises c'est qui Mylène Gilbert-Dumas? Mylène Gilbert-Dumas, c'est une romancière. J'écris à temps plein maintenant depuis 19 ans. Mais avant, j'étais enseignante au secondaire pendant 12 ans. Alors, à chaque salon du livre, ça va faire 20 ans là, en 2022 que je suis publiée. Puis à chaque salon du livre, il y avait des gens qui me demandaient, tu sais, comment tu as fait pour passer du métier le plus sécuritaire qu'il n'y a pas, parce qu'on s'entend, enseignant au secondaire, c'est le fonds de pension, la sécurité d'emploi, le bon salaire, à le métier le plus précaire qu'il n'y a pas, parce que romancier, on est tributaire des ventes de livres. Alors, mon salaire dépend des ventes de livres et des conférences que je donne. Donc, moi, j'ai fait pour passer de un à l'autre. À chaque fois, j'expliquais, mais j'ai fait un cheminement personnel là-dedans. Je voulais devenir écrivaine. C'était mon objectif de vie. Alors, il y a une histoire que je raconte dans le début du livre. Elle est vraie et c'est drôle parce que j'avais raconté des morceaux de ça dans mon roman You Connaissent. Et les gens qui ont lu You Connaissent, quand ils ont lu mon livre, ils ont dit ah, mais c'était vrai cette affaire-là. J'avais un ami, il s'appelait Wilfrid, puis il était courtier en immobilier, puis il vivait avec un appartement sur les plaines d'Abraham à Québec. Il mangeait dans les restaurants, il voyageait. Il avait vraiment une grande, grosse vie. Mais la fin de semaine, il peignait. Parce que lui, il voulait être peintre dans la vie, mais un peu comme moi quand j'étais jeune, tu sais, dire à ma mère, je vais être écrivaine, elle disait, non, 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 tu vas devenir ingénieur, ça va faire la job. Alors, lui, dans sa famille, c'était pas accepté non plus. Alors, il est devenu en immobilier, mais la fin de semaine, il peignait. Et il a pris sa pré-retraite à 55 ans, quand moi, j'en avais 23. Il a pris sa pré-retraite, mais ça 55 ans, ça voulait dire qu'il avait presque plus d'argent comparé de ce qu'il avait. Là. Il a laissé son super bel appartement sur les plaines pour aller dans un quartier ouvrier où il s'est loué un petit appartement. Il n'y avait plus d'auto, il ne voyageait plus naturellement, mais il peignait à l'horaire de journée, puis il était heureux. Là, moi, je venais d'avoir mon bébé, alors j'allais le voir. On couchait la petite dans la chambre, c'était la mezzanine tellement c'était petit. Là. La chambre était en haut, je couchais le bébé sur le lit, on descendait en bas, puis là, lui, il peignait pendant que moi, pendant que je lui racontais ce que je voulais faire comme métier et tout ça. On parlait de peinture, on parlait de littérature. Ça passait la journée comme ça. Là, après ça, j'ai eu mon emploi comme enseignante. Alors, j'ai embarqué dans une espèce de course qui est la course d'hyperconsommation, comme vivent la majorité des gens. Et je ne comprenais pas Wilfrid qui avait tout lâché non plus. Là, il vivait pauvre, il a choisi d'être pauvre et je ne comprenais pas ce phénomène-là. Mais à 60 ans, il a fait un AVC. Et quand je suis allée le voir à l'hôpital, évidemment, il y avait beaucoup de temps entre nous parce qu'il était comme ça. Il disait, toi puis moi, on était comme ça. On se comprenait vraiment. On était deux artistes comme perdus dans un autre milieu. Là. Et c'est là qu'il m'a donné le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Parce que, étant donné que j'étais embarquée il y a 25 ans, en 5 ans, moi, j'ai commencé à enseigner. Là, j'étais pris dans la préparation des cours, donner les cours, corriger, faire le trafic. Je vivais sur la rive sud de Québec, je travaillais dans le centre-ville. Alors, j'étais vraiment pris dans cette course-là qui fait que il y a pas de on arrive à la fin de semaine, on est brûlé, puis il n'y a pas de temps pour réfléchir, il n'y a pas de temps pour bien préparer, pour penser à ce qu'on veut faire dans la vie. On est juste pris dans cette course-là.
Écoute, j'avais l'équivalent d'un walk-in, un pan de mur complet de linge, j'avais autant de souliers à terre. Écoute, j'étais vraiment dans ça. Là, Wilfrid me dit à l'hôpital, attends pas de prendre ta retraite pour écrire parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver, ni dans quel état. Ça revenait à nos conversations où ce que je lui avais dit, je vais faire comme lui, j'allais attendre de prendre une pré-retraite pour écrire parce que j'étais pris après ça dans ma vie d'enseignante. Là, il me dit ça, lui, qui est chance que lui avait fait ça à 55 ans, prendre sa pré-retraite, sinon il n'aurait pas peint du tout. Il a fait son AVC à 60, il a refait un deuxième à 62, il est mort. Ça a été vraiment le meilleur conseil qu'on m'avait donné dans ma vie parce que c'est venu me toucher en dedans. Ça m'a mis face à ma propre mortalité. J'allais avoir 30 ans, 28 ans, j'avais 28 ans, mais j'avais comme jamais pensé que moi-même j'allais mourir. Je le savais ici, là, dans ma tête, mais ça monte du cœur que je me dise, mon doux, c'est possible que je manque de temps. Lui, une chance qu'il a fait ça, sinon il aurait vraiment manqué de temps. Mais on voit tellement la vie comme quelque chose de très long qu'on ne pense pas qu'on peut manquer de temps. Mais Wilfrid, là, s'il n'avait pas peint, il aurait manqué de temps. Même là, il a peint seulement 5 ans. Et ça a été tellement fort comme choc qu'à partir de là, j'ai tout réorganisé ma vie. C'est comme, OK, il fallait que je me libère du temps parce que j'enseignais à temps plein, puis j'avais ma petite, puis c'était avec le trafic et tout, je manquais de temps. Alors, OK, il faut que j'organise pour libérer du temps. Mais comme je ne pouvais pas travailler à temps partiel au début parce que j'avais des dettes. Donc, il fallait que je commence par payer ça. Après ça, il fallait que je libère du temps pour pouvoir travailler à écrire mon premier roman. Et c'est ce que j'ai fait. À 30 ans, j'avais assez repris dessus pour dire, là, je travaillais à 4, c'est à temps partiel, là, 4 classes au lieu de 5. Là. Et j'ai écrit mon premier roman en me levant à 4h30 le matin. Je travaillais jusqu'à 7h30. Je préparais la petite. La garderie, j'allais enseigner. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, quand mon livre est sorti, j'ai gagné le prix Robert Clich avec. Et l'année suivante, ce même livre-là était finaliste au prix de la relève Archambault. Fait que là, c'est drôle parce qu'entre-temps, j'avais écrit, vu que j'enseignais au secondaire, j'avais écrit un roman pour les jeunes. Puis ce livre-là, il a été repêché par un éditeur, puis il a gagné un saut d'argent à M. Christie. J'avais 2 œuvres qui avaient reçu 3 mentions. Alors, je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas être dans le champ tant que ça. Je voulais faire ça, c'est pas pour rien. C'est comme ça donne quelque chose, là. C'est vraiment ce que je voulais faire. Alors, j'ai fait le saut, j'ai laissé l'enseignement, mais je suis très, très consciente là, de la priorité, ça allait être ça. Donc, j'allais couper dans le gras, comme on dit, le maximum pour que je ne sois jamais stressée de manquer de l'argent. On va dépendre justement des ventes de livres, hein? C'est pas si facile. Mais je m'étais dit, tu sais, la devise de Wilfrid, il n'avait pas dit comme ça, mais en fait, je l'avais très bien compris, c'est qu'on est riche quand on est pauvre de besoin. Alors, si on n'a pas besoin de grand-chose, tout à coup, on est vraiment riche parce que l'argent qui arrive, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait avec. Et ça a vraiment changé. Alors, à partir de là, j'ai gagné ma vie avec ma plume. Puis, quand je suis arrivée à mon deuxième salon du livre, j'ai écrit la suite des Dames de Beauchesne, le tome 2. Arrivée à Montréal au salon du livre, j'avais mon line-up, ma file de gens qui attendaient. Je dis, OK, c'est ça que je voulais faire. Je suis vraiment à ma place. C'est ça que je vais faire. Ça va exiger une réorganisation de ma vie. Mais quand c'est des choix qu'on fait soi-même, on n'en souffre pas. Et je vais te donner un exemple vraiment frappant. Ma fille a détesté cette période-là parce que pour elle, elle avait 11 ans. Pour elle, on acceptait d'être pauvre. Elle ne pouvait pas imaginer ça, qu'on allait être pauvre. Que moi, j'avais choisi ça. Mais moi, je ne me trouvais pas pauvre. Moi, je me trouvais tellement riche. Parce que on a mangé beaucoup de légumineuses, qu'est-ce que tu veux, pendant un petit bout de temps, mais on s'est très bien organisé. Puis le plus grand drame pour elle, ça avait été que je coupe le câble. La télé. Parce que c'est une ado, là, tu sais, rendue à 11 ans, tous ces chums me regardent la télé, puis nous, chez nous, on n'en a pas. Mais j'avais un lecteur DVD, puis on louait des DVD, puis j'avais dit, ben écoute, tu ne manqueras pas de film, c'est sûr. En fait, ça a été très bien parce que dans 1 an, elle a regardé Le Seigneur des Anneaux, que je lui ai acheté à un moment donné. Le Seigneur des Anneaux, elle l'a regardé, elle est devenue bilingue en écoutant Le Seigneur des Anneaux. Alors, au lieu de regarder toutes les choses qu'il y avait à la télé, qui n'auraient pas été tellement profitables pour elle, elle a tellement trippé sur Le Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y avait pas rien d'autre.
qu'elle pouvait. Mais ça l'a vraiment transformée. Puis aujourd'hui, elle est rendue à 30 ans, puis elle dit que c'est la meilleure chose que j'avais pu faire, ça, de prioriser les choses, lui montrer tout de suite à prioriser. C'est bien plus grano que je le suis moi-même maintenant, parce qu'elle a grandi là-dedans. Elle a grandi dans cette réflexion-là. Elle vit avec très peu, puis elle fait ce qu'on appelle le customize. Là. Elle arrange ses vêtements pour qu'ils fitent à son goût avec ses affaires. Là. Des fois, elle les achète usagés, elle les découpe, elle les refait. Là. Bon, ben, elle a tout appris ça avec moi. Elle a appris à coudre, elle faisait ses propres costumes d'Halloween. On n'allait pas acheter des costumes d'Halloween. Hein, alors, c'est ça le chemin que j'ai fait. Mais là, à chaque salon du livre, je répétais ça. Alors, alors j'ai dit, en 2017, je me suis dit, OK, faut que j'arrête de radoter. Là. Ça faisait 15 ans que je radotais. Je me suis assise, puis c'est bien, j'avais fini le brouillon d'un livre. Je ne savais pas sur quoi j'allais travailler d'autre. Alors, je me suis installée, puis tous les livres, à la fin de Trop c'est comme passé, là, il y a une grosse bibliographie. Là. Oui! C'est bien important pour les gens, là, si vous lisez le livre, allez voir à la fin la bibliographie, parce qu'il y a tellement de sources intéressantes dans ça. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est des choses que j'avais déjà lues moi-même. Je les avais, ces livres-là, ils étaient barbouillés du début à la fin. J'ai sorti tout ça, j'ai réorganisé mes idées, puis mon chum, il a son MBA. Alors, quand je suis arrivée au chapitre sur comment on fait pour mettre de l'argent de côté, ben ça, moi, je l'avais appris, il me l'a montré quand je l'ai rencontré, on a travaillé avec ça. Là, il fallait vulgariser ça. Comment on fait pour mettre de l'argent de côté quand on a des revenus réguliers? Comment on fait quand on a des revenus irréguliers? Comme moi, c'est très, très irrégulier. Alors, il y a une technique qui fait que la base, c'est l'argent qu'on ne voit pas, on ne le dépense pas. C'est facile. Donc, il fallait avoir un autre compte de banque pour faire les virements. Et ça, c'est la technique. Là, c'est le chapitre là-dessus. Là, c'est là-dessus que j'ai passé le plus de temps. Pour essayer de parler de mathématiques sans mettre des schémas de mathématiques à la grandeur de la page, que ce soit hyper accessible. Et c'était ça. Le livre est écrit, n'importe quel de mes voisins, moi je vis dans l'Est, tu donnes ça à n'importe quel de mes voisins, ils sont tous capables de lire. C'était très, très important pour moi, ça. Que tout le monde puisse prendre le livre, en tirer quelque chose et surtout comprendre de quoi je parle. Quand je parle de le compte de banque, mais quand je parle aussi de la différence entre le plaisir et le bonheur. Là, ça, quand on n'a pas compris ça, il y a des morceaux qu'on ne saisit pas. Moi, quand j'écrivais, mon bonheur, il était là. Et là, j'étais heureuse d'avoir tout ce temps-là pour raconter mes histoires. Et le fait d'avoir été capable de distinguer les deux, puis ensuite, j'ai lu le livre du Dr. Lustig, là, son livre est dans les références à la fin. Lui, il a vraiment fait une grille, là, il a vraiment bien défini c'est quoi les différences entre les deux, même au niveau chimique dans le cerveau. Le plaisir, ça produit de la dopamine. Le bonheur, ça produit de la sérotonine. La sérotonine, ça rend heureux. Le plaisir, ça rend dépendant. Alors déjà là, ça faisait une grosse différence entre les deux. Puis c'est pour ça que dans mon livre, je parle du bonheur, parce que c'était important pour moi de voir que si on achète des choses, c'est la même chose, ça nous rend accro de la même manière que la cocaïne ou le sucre ou le jeu vidéo ou même Internet. Ça va dans le cerveau, ça va provoquer de la dopamine. Puis là, Facebook, c'est le code d'étude. Facebook s'est développé pour nous faire produire de la dopamine. On revient toujours parce qu'on va aller chercher notre... C'est inconscient, c'est biologique, on ne peut même pas s'en empêcher. La seule façon de se contrôler de ça, c'est le minuteur. Là. Vous allez savoir combien de temps on passe là-dessus. Parce que sinon, notre cerveau veut toujours avoir sa dose de dopamine. Alors que la sérotonine, on n'a besoin de rien d'autre. On a ça. Moi, je m'installe pour écrire mes livres. Moi, j'ai un café, mon ordinateur, je suis en train d'écrire. C'est le paradis. Je vais dans mon jardin l'été, c'est la même chose. C'est ce feeling-là qui est là, c'est un feeling de bien-être. Le docteur Lustig séparait très bien les deux. Puis moi, j'ai fait des petites capsules dans mon livre pour qu'on les comprenne très bien. Là, mais le plaisir, c'est tellement le fun, j'en veux d'autres. Et le bonheur, c'est tellement bien, j'ai besoin de rien d'autre. Et d'être capable de séparer les deux permet de faire des choix de vie en fonction de, non pas du plaisir, qui lui fait qu'on n'en a jamais assez, mais du bonheur, qui sont de faire les choses qui nous intéressent, qu'on aime. Et ce qui fait qu'au bout du compte, vivre en maximisant son bonheur, ça ne coûte rien. Ça coûte de faire mon jardin, ça coûte de faire mon pain, de préparer ma petite bouffe que j'aime faire. Ma fille a tout le temps dit que le slow food, c'est moi qui avais inventé ça. Mais avant que le courant arrive ici, je faisais déjà ça. Parce
que j'avais fait ce choix de vie-là. Quand j'ai lu In Praise of Soul, l'éloge de la lenteur, je lisais ça, je lui lisais des bouts à ma fille, puis elle disait tout le temps, ah ben là, c'est comme si tu l'avais écrit ce livre-là aussi. Parce que j'avais choisi ça, j'aime ce rythme-là. Je ne voulais plus courir comme quand j'étais professeure. Du matin au soir, dans le trafic et tout. Je dis non, c'est pas une vie. Et je vais te dire franchement, chaque fois que je vais à Montréal, j'ai pitié pour les gens qui vivent là. J'ai tellement pitié. Je vais aller faire une conférence à Mirabel cet automne sur mon livre Trop c'est comme passé. Et on a été, ça a pris 3h30 pour y aller. Si loin, là, mais on était pris dans le trafic. Et j'ai dit à mon chum, c'est lui qui conduisait, j'ai dit là, c'est pas compliqué. J'ai demandé aux gens dans la salle combien d'entre eux ont le trafic soir et matin de Montréal et je vais leur donner un exemplaire de mon livre à chacun parce que je trouve qu'ils font vraiment pitié. Mais finalement, il n'y avait personne dans la salle. C'était tous des gens qui avaient déjà fait un peu de cheminement et qui ne faisaient plus ce trafic-là. Oui, mais c'est souvent ça qui attire les gens. Quand on écrit des livres, qu'on fait des choses comme ça, c'est souvent ça qui est déjà commencé, oui. C'est ça. Puis ça, c'est un petit peu ma peine, mon deuil. Quand la première version du livre-là, je l'ai fait lire à un ami qui est très sage. Et quand il a fini, il dit « Mylène, c'est extraordinaire ton livre, mais il faut que tu comprennes que tu prêches aux convertis. » Et il dit, tu sais, il n'y a pas grand monde qui va aller vers ce livre-là s'il n'a pas déjà fait un peu du chemin. Tu donnes des trucs pour les gens qui sont déjà sur ce chemin-là, mais les gens qui sont sur ce chemin-là, ils ne comprendront même pas de quoi tu parles. C'est là que j'ai décidé d'utiliser, ce que tu vois derrière la matrice, décidé d'utiliser cette métaphore-là. Quand j'ai fait remanier mon texte, je suis repartie avec ça, puis je me suis dit, c'est vrai. Quand on est dedans, on ne sait pas qu'on peut vivre autrement. Je me rappelais très bien, moi-même dans la vingtaine, je ne pensais pas que je pouvais vivre autrement. Mais une fois que Wilfrid m'a donné son conseil et que ça a bouleversé ma vie, je ne pouvais plus imaginer rester dedans. Comme je suis en train de passer à côté de ma vie à vivre comme ça. Et ça a été le déclencheur. Alors, mon livre, je le dis dedans, je dis d'ailleurs au début, je ne sais pas si tu te souviens, mais je dis, si ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous rejoint pas, ça ne vous touche pas, vous dites de quoi est-ce qu'elle parle, je ne comprends rien, ça ne m'intéresse pas, fermez le livre, c'est pas grave, vous n'êtes pas rendu là. Mais si ça vous rejoint, si vous êtes en train de courir du matin au soir, si vous avez des dettes, vous êtes tout le temps stressé à la fin du mois, moi je connais ça. Il y a une technique dans laquelle j'étais passée maîtresse vraiment là, dans la vingtaine, c'était quand ça arrivait à la fin du mois et qu'il manquait de l'argent, j'appelais la banque pour faire repousser le paiement de hypothécaire. Mais sauf que je n'avais pas conscience à ce moment-là que ça rajoutait la quantité d'intérêt sur mon prêt, donc j'allais le payer encore plus cher. Mais quand on est dans l'urgence, il faut arriver à la fin du mois, on va chercher les morceaux où on peut. Alors, c'était vraiment, comme on est dedans, on est dans une espèce de mode de survie en permanence. Et quand j'en suis sortie, moi, je dis souvent, je regarde les gens aller, des fois, je me dis, moi, je suis en bicycle à pédale sur le long de la 20, puis les autres passent en Lamborghini, tu sais, là, parce qu'ils vont vite, là, puis ils sont occupés, puis ça presse leurs affaires, puis c'est tout organisé. Moi, si je me lève le matin, puis je décide que je m'assois dans ma cour pour prendre mon café, parce qu'il faut que je réfléchisse, je m'assois dans ma cour, puis je prends mon café. Puis mon gros trafic, c'est partir de la cuisine, m'en venir dans mon bureau avec mes chiens. C'est ça, le trafic le matin. Je me barre dans mes chiens, c'est à peu près le maximum qui peut m'arriver. Mais j'aime ça. J'aime ça, ce rythme-là. Je me demande, par contre, de ne pas faire, je ne peux pas faire, écoute, je suis allée au Carrefour, c'était vraiment très drôle. Je suis allée au Carrefour avec un ami, parce que là, c'est le temps des achats de Noël, et moi, je ne fais pas de cadeaux depuis que j'ai fait ce passage-là. J'avais dit à tout le monde, je ne fais pas de cadeaux, je vais vous inviter à souper chez nous, je vais faire du pain, vous allez repartir avec votre pain, mais je ne fais pas de cadeaux. Je n'en achète pas, c'est une course, et c'est non seulement une course, c'est comme une enchère de qui va faire. Genre, je suis sortie de là. Mais là, il y avait des choses à faire. Alors, je suis allée avec lui au Carrefour. Écoute, fermé le super, a changé de place. Là, je découvrais, mon Dieu, mais je suis tout perdue. Là. Où est-ce qu'ils sont, ces affaires-là? Là, je me suis promenée dans le Carrefour, émerveillée de voir. Écoute, je savais que le Sears avait fermé, mais je ne savais pas de quoi ça avait l'air depuis ce temps-là. Tu sais. Parce que j'aime pas ça. J'y vais juste pas. Puis, c'était, bon, il riait de moi parce qu'il disait, ben là, Mylène, sors un peu de ton est, non, de l'est, tu sais, non, je sors pas de l'est, moi, j'aime ça vivre au bord de la rivière, tu sais, comme, j'y vais pas au Carrefour. Alors,
Alors, ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, OK, je suis assez sortie de ça pour même pas avoir constaté les changements que tout le monde a vu au Carrefour, que moi, je n'avais pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a Et donné ta en vie, cadeau. Ouais. et ta vie n'en a pas manqué, là. Ah non, tellement pas. Écoute, pour mon anniversaire, c'est mon professeur d'arabe, c'est mon élève de français. Pour mon anniversaire, il m'avait offert une carte cadeau au Carrefour. Puis là, j'ai été chercher un livre, et c'est parce qu'il reste 40 pièces dessus, puis je ne sais pas quoi faire avec. Là, j'ai besoin de rien. J'ai acheté un livre, je me suis dit, bon, je vais attendre. Je vais trouver un autre livre qui m'intéresse, je vais aller à la librairie. On a fait le Carrefour au complet, puis je m'étais dit, je regardais les choses, moi, j'ai besoin de rien. J'ai vraiment besoin de rien. Là. Tu sais, c'est pas. Euh, en ce moment, hein, c'est comme tout est mis brillant en avant là, pour attirer l'attention et tout. Puis je t'ai traversé ça bord en bord. Mais ce que j'aime de ton parcours, c'est que ça n'a pas toujours été ton cas. Vraiment pas, vraiment pas. Dans la vingtaine, tu sais, avoir été assez serré tout le temps financièrement que quand il y avait à la fin du mois un peu d'argent de lousse, je partais puis j'allais acheter quelque chose. Tu sais, là, puis, inconsciemment. Là, maintenant, je suis capable de le dire, là, mais dans le temps, je ne savais pas que c'est ça que je faisais. Là. La place Laurier, parce que je vivais à Québec, et j'allais acheter quelque chose, puis sur le coup, ça me faisait du bien. Puis je me rappelle très bien d'avoir eu l'impression en contrôle de ma vie. Tu sais, là, je revenais chez nous, puis là, la chose que j'allais acheter, je l'oubliais, tu sais, comme ça s'accumulait avec le reste des choses. Puis je pense que il y a ça dans le livre de Serge Mongeau sur la simplicité volontaire, où il dit à un moment donné, si tu n'as pas touché le fond, des fois, en fait, c'est les gens qui vont toucher le fond qui vont souvent vivre autrement, faire le changement comme j'ai fait. Puis moi, j'utilisais l'image quand je fais les conférences souvent. Je dis, tu sais, les branches de l'arbre ne peuvent pas toucher le ciel si les racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Là, puis, les racines sont descendues en enfer. Tu sais, mon ex-belle-mère, elle disait tout le temps, l'argent sort par les fenêtres, l'amour sort par la porte d'en arrière. Ben, je connais ça. C'est un stress dans le couple, les problèmes d'argent. Plus important encore que l'éducation des enfants. Les problèmes d'argent, on souffre de ça. Chaque personne a toujours l'impression que c'est l'autre dans le couple qui dépense plus, qui gaspille l'argent. Tout le monde est cet avis-là. Alors, c'est vraiment un stress de décider de vivre avec. Dans mon cas, c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je vis avec eux là, mais ça ne veut pas dire que je gagne de l'argent. Ça veut juste dire que j'ai défini, moi, c'est très drôle dans le livre, tu sais, je dis j'ai besoin de 25 000 par année pour vivre. Là, avec la nouvelle inflation qu'on a, post-pandémie, bien pas post-pandémie et post-pandémie, qu'est-ce que je vais avoir besoin de 25? Mais la blague, c'est 20 000. Mais je ne pouvais pas le mettre dans le livre parce que personne m'aurait cru que je vis avec 20 000 par année. Alors, je vais te dire, OK, je ne vais pas le mettre, je vais mettre 25 parce que 25, c'est raisonnable, comme on en parlait tout à l'heure. Quand c'est à l'excès, les gens n'embarquent pas. Je ne demande pas aux gens de vivre avec 20 000. C'est comme moi, je vis comme ça par choix, parce que je sais que je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais avec 25 000, là, je n'aurais pas le choix parce que tout a remonté. Là. C'est faramineux. Là. Je le vois moi-même. Là. Je vais faire l'épicerie, je me dis, waouh! C'est comme j'aurais pas le choix. Là. Ça va m'en prendre un petit peu plus, mais le prix des livres, heureusement, en janvier, va augmenter. Heureusement, parce que ça fait 20 ans presque que je publie. Les livres se vendent encore le même prix que quand j'ai commencé. Donc, à un moment donné, il faut que le prix des livres monte parce que les créateurs comme moi, ils ne peuvent plus arriver là, parce que tout a augmenté, mais le prix des livres, lui, n'a pas augmenté. Mais. Et vous, c'est un pourcentage que vous avez. Oui, c'est 10 du prix de vente. Alors, il faut qu'ils se vendent, mais il faut que le prix corresponde à la réalité. C'est ça, mon premier livre se vendait à 25 en 2002 quand il est sorti, et mon livre, mon plus récent, ça c'est mon plus récent, celui-là, il se vend 25 Alors, il n'y a pas eu d'augmentation. Là, ça commence, je sais qu'en janvier, le prix des livres va monter parce qu'ils n'ont plus le choix, le prix du papier va remonter. Tout a remonté, sauf le salaire des auteurs. Alors, il faut que le salaire des auteurs rejoigne quand même ce montant-là. C'est ça, je n'aurai pas le choix. Là, c'est sûr que ça va me prendre 25 000, mais je considère qu'à 25 000 quand même, tu sais, quand j'ai commencé comme enseignante, je gagnais 30 000 par année il y a en 91. Tu sais, alors j'étais riche. Pourtant, je n'étais pauvre. J'avais une maudite scène. Oui. Et c'est ça, 30 000 dans ces années-là, c'était beaucoup. Là. Oui, c'était beaucoup, c'est ça. 91, c'était beaucoup. Mais c'est ça, mais j'étais pauvre quand même. Parce que je n'étais pas organisée, tu sais, mais j'avais
pas reçu d'éducation financière. Ça se te transmettait pas. Aussi, je suis arrivée adulte, contrairement à toi, j'ai 54 ans, je suis arrivée adulte au moment où les banques ont décidé de faire beaucoup de crédits. Il n'y en avait pas avant. Quand j'étais à l'université, tu ne pouvais pas faire ton épicerie avec une carte de crédit. Inconcevable. Tu n'allais pas acheter quelque chose qui était périssable que du papier de toilette avec ta carte de crédit. C'était même, on aurait pensé à faire ça. Bon, mais quand je suis rentrée sur le marché du travail, c'était tout avec la carte de crédit. Ils ont ouvert les cartes de crédit pour ça. Ils ont ouvert le crédit, ce qu'ils appellent parapluie maintenant. Là, tu peux réhypothéquer ta maison pour aller en voyage, pour acheter des meubles, pour acheter ce que tu veux. Le crédit est devenu hyper facile. Si tu n'as pas d'éducation financière, c'est comme on te dit de l'argent de plus. En fait, tu n'as pas d'argent de plus. Tu vas le payer si tu vas le payer cet argent-là avec les intérêts. Mais les institutions financières, là, même s'ils se présentent comme étant ton meilleur ami, ils vont t'aider à passer au travers de la passe difficile. Ce pas tes meilleurs amis. Ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent avec toi. Quand tu en as besoin, c'est là qu'ils disparaissent. Là. Ah, écoute, oui. Quand tu en as besoin vraiment, parce que tu es rendu serré ici, là, ils ne te font plus de crédit. Là. Ils vont faire du crédit tant qu'ils peuvent aller chercher l'argent chez toi. Moi, je me souviens d'avoir eu une marge de crédit. Et la marge de crédit, là, il y a un chapitre dans mon livre là-dessus, parce que la marge de crédit, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Parce que souvent, elle est mise à même ton compte. Alors, tu payes et déposé. Là, tu payes tes affaires, tu descends dans le rouge. Là, mais dès que tu descends dans le rouge, tu les intéresses sur l'ensemble de tout ce que tu dois. Puis là, la paye, mais là, compter dans le négatif, là, c'est pas mal plus difficile que de compter dans le noir, dans le positif. Là. Il reste 100 $ dans ton compte, c'est facile. Mais là, c'est 100 $ dans le rouge. C'est pas si facile là, de calculer les choses. Alors, les marges de crédit qui se remplissent comme ça, à mesure que la paye est déposée, tu redescends tout le temps dans le rouge à chaque mois. C'est ingérable pour le cerveau normal. C'est impossible de gérer ça. Mais beaucoup de gens sont arrangés comme ça, manchés comme ça par la banque, avec une marge de crédit qui descend dans le rouge, qui se comble à mesure que tu es déposé. C'est le piège. Moi, c'est très drôle parce que j'avais mis le chapitre comme ça, tu sais, le piège à con. Là, mon éditrice a dit, si tu Mylène, on va mettre attrape-nigo, ça va être mieux. Mais je dis, oui, ça fait plus poli, mais je voulais vraiment dire le piège à con. C'est dans le sens qu'on est trop niaiseux, on se fait tout pogner dans ça quand on est plus jeune. La banque nous présente ça comme étant l'outil pour bien vivre. Tu sais, c'est pas un bon outil. Les hypothèques parapluies, moi, ça me jette à terre. Ou que tu dois tout sous l'hypothèque de ta maison, ce qui fait que tu arrives à 60 ans, tu dois encore de l'argent sur ta maison. Mais en fait, ce n'est pas sur ta maison, c'est parce que ça a payé l'auto, ça a payé les rénovations, ça a payé le voyage, c'est tout. Et là, ta maison n'est pas à toi. Mais on a besoin d'avoir une maison payée quand on veut prendre notre retraite, là. Parce que, bon, je me rappelle, moi, j'ai grandi avec ma mère disait toujours à la retraite, vends ta maison, cet argent-là, ça te permet de vivre jusqu'à ce que tu meurs. Tu sais, tu vas à la résidence ou dans un petit appartement, mais au moins la maison est payée. Là, en ce moment, les gens, la maison n'est même pas payée. Alors, ils n'ont pas ce coussin-là. Ils ont juste la pension qui rentre. Je fais une blague dans mon livre, mais c'est une petite blague, mais je dis, en tout cas, si vous avez une hypothèque par avis, puis que vous devez tout, puis que là, votre maison elle est à crédit, si vous la vendez, vous payez la banque, il ne vous reste rien. Mon livre, là, il va être bien utile rendu là. parce que là, ça devient difficile. Là, il faut de l'argent. On n'en pompe pas. Là, il faut qu'il en arrive de quelque part. Puis quand on vieillit, ben, on travaille moins ou bien souvent on prend la retraite, notre santé est moins bonne. Alors, des frais de santé, vous savez, aller à l'hôpital, là, on peut payer le parking, ça a l'air gratuit, c'est pas tout n'est pas gratis. Là. Même se faire soigner, ça coûte quelque chose. Des fois, on va aller au privé parce que les files d'attente, les attentes sont tellement grandes puis que là, alors, ça prend de l'argent pour faire ces choses-là. Alors, c'est plate, mais l'hypothèque parapluie, c'est le piège à contemporain par rapport à quand moi, j'étais dans la vingtaine, où c'était la marge de crédit où la paye est déposée, qui se compte, le yo-yo comme ça, là, du rouge au noir, tout le temps. Là. Alors c'est ça. Ça, c'est mon parcours. Effectivement, je sais de quoi je parle. Eh bien, Mylène, ça fait déjà 30 minutes. Tu sais, je ne sais pas si tu connais F. Bonnet, mais elle était journaliste à La Nouvelle. Elle avait déjà dit que j'étais l'artiste la plus intéressante à interviewer. Pose une question, puis elle donne toute la matière pour ton entrevue au complet. C'est extraordinaire!
Et tout comme quand j'ai fini ton livre, je trouvais qu'il ne m'en avait pas assez. Je t'aurais écouté encore très longtemps discuter. T'es vraiment fascinante. J'adore ton parcours. J'adore ta façon d'illustrer les choses. Je conseille ton livre à tout le monde. Bien sûr, ceux qui vont commencer à lire, c'est ceux qui ont déjà un petit pas de fait, mais si on le laisse traîner un peu partout, les gens vont finir par en feuilleter un peu et aller s'inspirer par ton parcours, par ta façon de parler. Moi, bonheur versus plaisir, je trouve ça extraordinaire comment tu l'expliques. Donc, je veux te dire merci beaucoup, Mylène, d'avoir accepté cette entrevue-là. Je suis vraiment choyée et on va te revoir, c'est sûr, un peu partout. On va te lire. Tu as plusieurs livres déjà que tu as écrits. Oui, il y en a 20. Il y en a 20. Bon, ben il y en a 20. Et puis, c'est sûr qu'on va se reparler parce que vraiment, tu es ma découverte 2021. Merci. Tu sais, tu as presque failli pas le voir, ce livre-là, parce qu'il a été repoussé à cause de la pandémie puis des confinements. J'étais très contente quand il a fini par sortir en février 2020. 2021, en fait, parce qu'il devait sortir bien avant, là, c'est ça, en 2021. Je suis très contente parce que là, il roule beaucoup. J'ai fait une dizaine de conférences cet automne. J'en ai d'autres qui sont prévues pour le printemps. Alors, c'est bien. Je suis contente que là, on émerge, même si la pandémie ne nous lâche pas trop. On est quand même en train de sortir de là un peu. Là. Alors, ça me fait bien plaisir. Puis merci de m'avoir invitée à ton émission. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je te souhaite plein d'autres livres. Merci. Et puis, on se reparle bientôt. Ça marche. Bye bye.